J'ai connu Gérard Kogan, résidence dauphine à Louvciennes. Je l'ai connu alors qu'il attaquait le troisième volet de sa vie professionnelle. Il a été peintre, un peintre connu et reconnu, puisque, ça c'est lui qui me le disait, qui me l'a dit parce que je ne le connaissais pas à l'époque, il travaillait à Montmartre avant la guerre, et juste après la guerre, et il vendait ses tableaux aussi cher, sinon plus cher qu'Utrillo. Il exposait donc à la Galerie des Champs-Élysées, et je pense que le goût de la peinture y est venu. Le fait qu'il habitait donc rue Le Pic, à 2 pas de la place du Tertre, à côté du Moulin de la Galette, quoi de mieux pour apprendre la peinture et aimer. Donc il a vendu à peu près environ, malgré la période de guerre, une 60aine de toiles. Je pense qu'il est déjà pas mal. Il a peint, et donc c'est la guerre qui l'a pratiquement poussé à changer, puisqu'il était peintre, et ensuite la guerre l'a amené donc à manier des appareils photo, des caméras, et je pense qu'il a trouvé sa voie dans ce stade-là. Alors il y avait bien sûr des peintures de lui, mais en fin de compte, ça reste pour moi un souvenir assez vague, ces peintures, parce que honnêtement, c'était pas le peintre qui pouvait me surprendre, c'est plutôt à 11 ans ou 12 ans, c'est avant tout le mystère qu'un type comme Kogan peut représenter, c'est-à-dire avant tout un homme de cinéma. C'est-à-dire que c'était à l'époque la fin probablement d'une époque pour lui, qui était la grande époque des Fantomas, de tous ces films qui ont fait probablement une grande partie de son activité dans les années 60, 50-60. Dans son appartement, il y avait son atelier, un atelier d'inventeur qui avait toutes les machines infernales. Ça allait du tour mécanique en passant par tous les outils de torture qu'on peut imaginer pour fabriquer des machines en tout genre. Donc c'est vrai, quand on arrivait chez lui, en lieu et place du salon, il y avait des machines. Kogan, il était très connu, je crois qu'à mon avis, il me semble qu'il était pratiquement le seul à faire tout ce qui était masque et fauné, les bosses, tout ce qui était latex. C'est qu'il est le bon truc, c'est à l'époque où il y a eu la demande, et puis il n'y avait personne pratiquement sur le marché, et puis lui, il maîtrisait bien la matière. Donc là, en l'occurrence, à mon avis, c'est un moulage plat qu'ils ont fait, c'est ce qu'on fait d'habitude. Alors le processus, c'est de protéger la peau et de la vaseline, les cheveux, les poils. Donc on met soit un faux crâne pour protéger ou un bandeau. Et alors, un peu de vaseline sur le visage pour protéger la peau, et de la vaseline en épaisseur sur les sourcils et sur les cils. 2 tubes dans le nez pour la respiration. Et donc alors là, à partir de ce moment-là, on le fait à 2 en général, hein, c'est plus pratique. Enfin, c'est un plat dentaire, et à prise rapide, on l'accélère un peu plus, avec une eau tiède. Et donc on l'imprime au pinceau sur le visage pour avoir tous les détails. Donc au fur et à mesure qu'il change de structure, enfin de consistance, du pinceau on passe un peu à la spatule. Vous voyez, il doit y avoir des coups de spatule, là c'était monté à la spatule ou à la main. Ça vous crée une coquille autour du visage. Et à ce moment-là, il passe à l'état solide, on démoule la coquille. Et vous vous retrouvez avec un creux perdu, et dans cette partie-là, on regresse le modèle et on retire une partie du visage en partie mâle, et on casse le creux perdu. On casse sans abîmer le modèle. On récupère le visage comme ça, oui, comme ce visage-là. Je pense que les masques au début étaient assez épais, donc pas comme il le voulait. Et je pense qu'à force de traiter le caoutchouc, de prendre du latex, selon les dosages, il réussissait à faire comme une seconde peau, et pratiquement qui épousait bien la forme du visage, et qui permettait donc de voir pratiquement pas les défauts, et l'acteur pouvait transpirer beaucoup moins sous ses effets spéciaux, vu la finesse de la seconde peau, disons. Alors là, ce crâne-là, lui, il prenait on voit le raccord, vous voyez le raccord là, il prenait en dessous la crête sourcilière. Là, vous voyez le raccord ici.
Et le latex s'arrête là, passe en dessous de l'arcade sourcilière, au-dessus de la paupière, il passait devant. Et puis un peu plus tard, vers 15, 16, 17 ans, on se croisait. Il savait que moi j'étais intéressé par le cinéma, donc il m'avait proposé un petit peu de venir voir des souvenirs qui étaient représentés par des photos ou même des objets. Il y avait encore chez lui le masque de Fantomas qui avait été fabriqué pour Jean Marais. Alors on n'était pas encore à l'époque de l'image de synthèse, et d'ailleurs maintenant quand je vois le supplément DVD de tel film avec toute l'explication des effets spéciaux, je pense souvent à Kogan, en me disant là il aurait été vraiment malheureux. Parce que c'est un type qui travaillait les effets spéciaux dans le domaine du réel. Aujourd'hui on est dans le domaine du virtuel, ou dans le domaine de la synthèse. Lui, il fallait que l'objet qu'il fabriquait soit très ressemblant à la réalité. Donc c'est quand même quelqu'un qui réussissait des choses extraordinaires. Encore une fois, je me souviens de la photo d'un insecte qui avait tourné dans un film. Il était mécanisé de la tête aux pieds, quoi. Il avait aussi une poupée, un bébé, plus vrai que nature, qui était automatisé et qui commandait je ne sais pas comment, qui lui permettait d'utiliser ce bébé dans des situations de tournage où on n'aurait pas pu exposer un gosse parce qu'il y avait des risques et qu'il tombe, ou etc. Donc, ça trompait tout le monde, il était exactement aussi vrai que nature. C'était très compliqué, il me montrait, j'ai vu des dessins, des plans de tous les engrenages qu'il y avait dans sa tête pour qu'il bouge les yeux, pour qu'il bouge les oreilles, pour qu'il bouge les mains, etc. C'était très, très complexe. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que ce garçon qui était un autodidacte, qui n'avait pas fait d'études, maîtrisait, moi je suis quand même un scientifique, j'étais impressionné par l'importance des calculs en hydrodynamique qu'il faisait, quoi. Il faisait des calculs extraordinaires pour calculer la pression de la flotte, le truc, etc. Je crois que le sommet de sa carrière de metteur en scène spéciaux, ça a été Barbarella, de Roger Vadim. J'avais reçu un jour la visite de Roger Vadim, qui était accompagné de Jane Fonda d'ailleurs à l'époque. Et je lui avais fait sa prise de sang, etc. Et puis après, on avait parlé de la pluie du beau temps. Et j'ai dit, tiens, je voulais vous parler d'un de mes voisins que j'aime beaucoup, et que vous connaissez bien sûr. Alors il me dit, mais qui? Et j'ai dit, Gérard Kogan. Et spontanément, son visage est illuminé, a dit, mais j'ai rarement rencontré dans ma vie un type aussi génial que Gérard Kogan. Très probablement, ça devait être quelqu'un de très cher, qui devait élever ses créations au rang d'œuvres d'art. Donc, je pense qu'effectivement, dans les années 70, le cinéma est devenu une vraie industrie. Enfin, c'était une industrie déjà, mais peut-être que les producteurs étaient plus regardants, peut-être qu'il était remplaçable. Et voilà. Il aurait pu continuer après Barbarella, mais c'est lui qui a décidé d'arrêter. Hein? Il a décidé de tourner la page, de passer à autre chose. Comme il avait décidé de tourner la page après la peinture. C'est-à-dire que, comme ça, il estimait avoir fait assez de choses pour avoir de l'argent, et que maintenant il pouvait s'attaquer à ce qui était sa véritable passion, c'est-à-dire ingénieur, découvreur, inventeur. Hein? Donc et moi, nous on l'a connu dans cette partie de sa vie. Une partie de sa vie qui a été un fiasco parce que il a perdu tout son argent dans les brises de brevets, et qu'il n'a pas trouvé d'industriel ou d'homme d'affaires, il n'a pas capable ou en mesure de mettre du fric pour lui permettre de réaliser un de ses projets.
toujours pareil, même maintenant, on est un peu dans un complexe industriel, un peu le cinéma. Bon, si on est au générique, c'est bien, si on n'est pas au générique, ça fait rien. On fait un truc, on est payé, point final, après on passe à un autre film. C'est un technicien du cinéma. Tous les techniciens du cinéma, on fait notre boulot, point final. Et puis tout le monde est content. Quand on vous dit rien, c'est que c'est bien. Voilà, ça s'arrête là, on cherche pas. Oh, je sais, il y a certaines personnes qui cherchent à avoir la gloire, bien sûr, ça c'est dans le caractère de l'individu. Mais je ne pense pas qu'Augan était comme ça, c'est un perfectionniste qui s'est régalé à faire son boulot. Et puis, sa vie s'est passée comme ça. La mise en scène d'effets spéciaux traditionnels, disons, comme ça se faisait à cette époque, c'était vraiment, il fallait être des inventeurs pour concevoir des mécanismes extraordinaires. La partie de la fin de sa vie, c'était le prolongement du cinéma. C'est-à-dire qu'il était déjà un inventeur dans le cinéma. Mais quand il faisait de l'invention pour le cinéma, il sortait des exemplaires que des prototypes qu'il vendait pour le cinéma, qui étaient payés par le cinéma. Lui, il a voulu se lancer dans le développement industriel des prototypes qu'il avait dans la tête. Mais à mon avis, c'était dans la continuité absolue. Le cinéma, c'était un moyen, c'était pas une fin pour lui. Il y a quand même un acteur, il y a un acteur qui fait partie de sa vie, enfin de cette période-là, que je n'ai jamais vu et qui doit avoir le rôle du méchant, c'est le cabinet de dépôt des brevets, ou le monsieur qui gérait ses brevets, qui était celui qui lui coûtait une fortune, qui ne faisait jamais ce qu'il fallait, et probablement à cause de qui ses réalisations ou ses productions ne pouvaient pas aboutir. Alors, il y avait une part de génie chez cet homme, mais qui ne pouvait pas s'inscrire dans un schéma industriel, en fin de compte. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui était hors du temps. Je me suis souvent dit que c'était quelqu'un, et je vais être un peu dur, qui était has-been. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus s'inscrire dans une logique économique ou industrielle qui était celle des années 75-80. Je crois que c'était... Ouais, il y a des tas de choses qui lui échappaient. La logique industrielle lui échappait. Il rencontrait des gens qui étaient des chefs d'entreprise. Tabur en est un exemple. Je crois qu'il a été voir d'autres chantiers navals pour ses inventions nautiques. Et ils étaient dans une logique de rentabilité immédiate. Si on devait le comparer à un personnage de cinéma ou de la littérature, je dirais que c'était, allez, on va dire, le génie de Jules Verne et le côté bourru du capitaine Nemo dans le roman de Jules Verne. Quelqu'un de seul, qui est un artiste, parce que je crois me souvenir que Nemo était un artiste, un génie, et un incompris, mais un inventeur. Donc voilà, c'est un mélange entre Jules Verne et certains de ses personnages.